Bonjour à tous. Donc, je vais pour ma part vous illustrer le propos et l'évolution de la mobilité par le cas Vélib, que vous connaissez tous maintenant pour le pratiquer peut-être au quotidien, ou en tout cas le voir vivre à Paris. J'aurai une petite présentation en trois parties. D'abord, rappeler ce qu'est le concept Cyclocity, qui est le concept chapeau de tous nos systèmes de vélo en libre service dans le monde. En quoi Vélib a été une innovation au service de la mobilité, parce que nous, on n'a pas inventé le vélo, mais c'est bien la manière dont on utilise le vélo qui a été relativement innovante. Et puis rappeler qu'un mode de transport ne fonctionne évidemment au mieux que si l'information qui est associée est de très haut niveau. Et donc on va voir que l'information est un enjeu central en termes de mobilité et de déplacement. La première chose, c'est rappeler, parce que c'est nécessaire parfois, que si JC Decaux est un spécialiste évidemment de la communication extérieure avant toute chose, hein, puisque 99% des revenus de l'entreprise sont des revenus issus de la publicité, c'est toujours ou majoritairement en finançant des services aux citoyens ou aux consommateurs. Et donc, il était assez logique pour nous que d'inventer un nouveau service aux citoyens, financé par la publicité. Je rappelle que Vélib, comme de nombreux autres services, est intégralement financé par la publicité et qu'on est parfaitement dans la stratégie de l'entreprise qui est, Patricia le rappelait sur d'autres sujets, simplifier la ville pour les uns et les autres avec un modèle économique qui est le nôtre et que je viens de décrire. Alors, c'est une longue histoire. Vélib est né à Paris en 2007. Il se trouve que nos premiers systèmes de vélo en libre service datent de 1999. Donc on voit bien que c'est une histoire qui est longue. Il faut d'abord essayer, chercher. Alors on était sur des petits systèmes à l'origine, que ce soit Cordoue, Gijón ou Vienne. On était sur 250 à 300 vélos en libre service dans une ville donnée. Donc on voit bien qu'on est sur un système dont le dimensionnement est tout à fait symbolique. Avoir 250 ou 300 vélos sur l'espace public, on ne peut pas imaginer en faire un mode de transport du quotidien. Donc on était bien sur quelque chose de très périphérique. Et donc il a fallu attendre Lyon en 2005 pour comprendre un certain nombre de choses liées à la mobilité et à l'innovation autour de cette mobilité. Et puis depuis, on voit que c'est quelque chose qui se répand beaucoup, puisqu'on a ouvert aujourd'hui des systèmes au Japon, en Australie. New York va lancer son appel d'offres de vélos en libre service dans quelques semaines ou quelques mois. Londres l'a fait avec un mode différent, un modèle économique différent. Donc nous, on n'a pas répondu, mais il n'en reste pas moins que le vélo est en train de revenir dans les villes, comme le tramway d'ailleurs, revient dans les villes. Tout le monde a abandonné son tramway à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On voit que pratiquement maintenant dans toutes les villes, pour être moderne, il faut avoir un tramway. Et c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Paris bien sûr, et dans de nombreuses villes. Alors quel est le concept? C'est d'abord privilégier l'intermodalité. On est toujours en situation de mobilité dès qu'on sort de chez soi, par définition. Ça commence par la marche à pied, sauf pour ceux qui ont éventuellement leur parking directement au sous-sol de l'immeuble, ce qui peut arriver. Donc là, ils évitent le petit trajet en marche à pied, mais sinon, il faut aller au moins rejoindre sa voiture, la station de métro. Et là, on a une vue très grande ville dans nos analyses. Monsieur Flonneau avait raison de dire que Vélib ou les VLS ne sont pas des systèmes faits pour des petites villes ou pour des zones non urbanisées. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, l'intermodalité, c'est bien associer une multitude de modes de transport possibles pour les individus, à charge pour eux de décider lequel est le meilleur à un instant T. Vous allez tous repartir tout à l'heure. Je ne suis pas certain que dans tous les cas, vous allez repartir avec le même mode de transport que celui avec lequel vous êtes venu. Vous pouvez parfois avoir un aller différent du retour. C'est ce qu'autorise Vélib, c'est ce que n'autorise pas votre vélo personnel. Si vous êtes venu à vélo individuel aujourd'hui ici, vous devez repartir avec. Enfin, vous pouvez l'abandonner, c'est possible aussi, mais Vélib, l'avantage, c'est que si vous venez à Vélib et qu'il se met à neiger ou à pleuvoir, vous repartez en métro, vous repartez en taxi, vous repartez à pied, vous décidez et vous arbitrez. Ensuite, c'est améliorer la qualité de vie en ville. Là encore, M. Flonneau le rappelait, la ville a été construite en partie autour de l'automobile. Il y a un petit retour en arrière. Moi, je participais il y a quelques jours à une réunion publique sur le nouvel aménagement de la place de la République à Paris. L'idée est bien de réduire la place de l'automobile. C'est d'en faire une place qui était un tiers aujourd'hui piétonne, qui sera aux 2 tiers piétonne. Donc la place de l'automobile, place de la République, va être réduite.
et on va améliorer le passage des bus, le passage des taxis et sans doute le passage des vélos. Et bien sûr, favoriser la marche à pied et la station à pied. Donc on voit bien que la ville est en train d'évoluer de ce point de vue, et donc les vélos, dans la mesure où c'est considéré à ce jour à juste titre comme un mode de déplacement doux, améliorent la vie en ville. Et puis faire décoller la pratique, hein, on voit qu'on est quand même tout à fait à un niveau symbolique de pratique du vélo dans les grandes villes françaises, quand on est à 28% à Amsterdam, mis à part Strasbourg, qui a un historique de pratique du vélo, en France tout ça n'est pas extrêmement développé. Alors pourquoi Lyon a été un déclencheur important? C'est que on a bien vu qu'en passant de 250 à 4000 vélos, on est passé sur un système qui était utilisé tous les jours par un très grand nombre de personnes. Et que donc ça devenait un mode de transport du quotidien. Et moi je me souviens, les premiers mois et les premières années, après avoir installé d'aussi nombreuses stations à Lyon, les ventes d'appartements précisaient à l'époque appartements proches d'une station Vélove. Donc ça devenait un facteur favorisant pour la valeur d'un appartement. Bon, alors à Paris, l'avantage c'est qu'il y en a partout, donc finalement c'est vrai pour tous, donc ça s'annule. Mais à Lyon à l'époque, les gens précisaient près d'une station Vélove parce que c'était devenu un facteur positif. Et c'est là qu'on s'est aperçu que chaque vélo était utilisé jusqu'à 8, 10, 12, 14 fois par jour. Et on rejoint l'idée de monsieur sur un autre aspect, c'est finalement l'économie de la fonctionnalité. À quoi bon être propriétaire de sa voiture si on s'en sert 10 fois par an? À quoi bon être propriétaire de son vélo s'il reste 8 mois sur 12 au garage ou au parking? Finalement, d'autres, donc un tiers, peut produire ou mettre à disposition le vélo, la voiture, les deux roues électriques, tout ce qu'on peut imaginer, et on l'utilise quand on en a besoin. Autolib n'est rien d'autre en termes de vision qu'un partage d'un objet dont on se dit à quoi bon en être propriétaire si je ne m'en sers qu'aussi peu. Il y a des gens qui l'ont compris, hein, qui décident maintenant de louer des voitures régulièrement plutôt que d'investir dans une voiture personnelle qui à Paris c'est quand même compliqué. Il faut un garage, il faut payer des PV, il faut la réparer, il faut l'entretenir. Bon, voilà. Donc il y a un pas qui est fait de ce point de vue par certains. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres objets hein, qui nous éloignent de la mobilité, mais on pourrait imaginer que des sites, et ça doit exister, je crois que ça existe d'ailleurs, ça commence à se développer, de partage d'objets du quotidien, se développe. À quoi bon là aussi acheter une perceuse multi-percussion pour faire 2 trous tous les 10 ans? Peut-être qu'il faut la partager avec un voisin, et puis on dit pour 1 euro, vous accédez à ma perceuse, et ainsi de suite. Bon, vous l'avez compris, cette économie de la fonctionnalité a un sens. Bon, Paris évidemment c'est une autre histoire parce que implanter plus de 20 000 vélos sur l'espace public, alors d'abord ça pose des problèmes d'aménagement hein, qui étaient et qui sont toujours de la responsabilité évidemment de la collectivité, de la ville de Paris. C'est la ville qui a indiqué à JC-Decaux où devait être implantée chacune des stations, hein, puisque c'est notre espace commun, la ville bien sûr. Et donc il a fallu supprimer un certain nombre de places de parking. Donc on a eu évidemment parfois quelques contestations pour dire bon, les Vélib c'est super, mais si possible pas en bas de chez moi, parce que ça m'enlève les 2-3 places qui sont importantes quand je cherche à me garer. Il y a aussi les commerçants qui nous disaient mettez-la un peu plus loin parce que vous allez masquer ma devanture. Voilà, ça pose des problèmes d'aménagement, même si après, une fois que les premières stations sont apparues, on avait plutôt l'inverse. Des gens qui nous appelaient, hein, des commerçants en particulier, pour dire que ce serait mieux que vous la mettiez en bas de chez moi, plutôt que 300 mètres plus loin, parce qu'au moins ça me fait des gens qui se garent et qui voient mon commerce. Donc cet aménagement a été pensé par la ville de Paris. Mais c'est le fait qu'on est passé chaque jour à une fourchette de 80 000 à 120 000 locations. Donc on voit bien que, alors évidemment à l'échelle de la RATP, nous devons avoir beaucoup d'humilité, parce que c'est quelques déplacements par rapport aux millions de personnes transportées. Mais quand même, 100 000 personnes en moyenne, c'est beaucoup chaque jour. Et c'est autant de trajets qui vont être, pour la plupart, réalisés au détriment d'un autre mode de transport. Donc c'est en ça qu'on voit bien que c'est un arbitrage, même si, on va le voir dans un instant, ça a créé aussi de la mobilité. Mais la plupart des gens nous disent, moi j'utilise moins ma voiture, à hauteur de 55% des utilisateurs de Vélib. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent plus, ça veut dire qu'ils l'utilisent moins. Quand un trajet sur 2 à Paris fait moins de 2 km en voiture, finalement, est-ce que c'est indispensable de prendre à chaque fois sa voiture? Un foyer sur 2 à Paris n'a pas d'automobile. Donc, on voit bien qu'il y avait un besoin de ce point de vue
même si ça n'allait pas de soi avant. C'était un pari économique, pour plein de raisons que vous connaissez sans doute. L'économie du système est complexe, mais en tout cas, ça a été un vrai succès en termes d'utilisation. Voilà, aujourd'hui, nous en sommes à plus de 90 millions de locations. On l'a vu pour la moyenne quotidienne. Bon, tous les jours, il y a à minima 30 000 locations. Même les jours les pires, comme le 8 décembre, où c'était totalement enneigé à Paris, quand même, il y a eu 27 000 courageux qui ont décidé de prendre un vélo quand même, parce que c'était dangereux, ça glissait. Bon, il y a des gars, ils disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai à Vélib. Bon, très bien, nous on respecte les choix, c'est des clients, donc on est tout à fait fiers de ça. Maintenant, voilà, on voit bien qu'on ne descend plus en dessous de ce seuil. Bon, alors après, l'autre extrême, c'est les jours de grève, et là, on remercie aussi parfois nos amis de la RATP. Quand je dis on les remercie, c'est pas une bonne nouvelle, hein, quand il y a une grève, parce que nous, on ne sait plus gérer. Voilà, autant on sait gérer ce pourquoi le système a été conçu, 80 à 120 000, à 180 000, on ne sait plus faire fonctionner le système, parce que la demande dépasse l'offre. Et que dans ce cas-là, les gens gardent les vélos, les attachent à des arbres, on ne les retrouve plus. Enfin bon, c'est un enfer. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte. Mais je sais bien. Mais bon, c'est tellement rare que ça va pas. On s'en sort. Mais ça pose aussi d'autres problèmes. Hein. Les jours de manifestation, il faut fermer des stations, les sécuriser, donc déplacer les vélos, les emporter, parce que la préfecture nous l'impose. Hein. Donc voilà, tout ça nécessite une organisation. Manifestation à vélo. Mais ça existe. Hein. Maintenant, il y a des espèces de projets sur le web où on dit tous à Vélib, rendez-vous, des flash mobs, donc des flash Vélib, où les gens se réunissent, ils se retrouvent à une heure qui leur appartient, et puis ils font un petit parcours à Vélib. Donc voilà, c'est devenu aussi un objet communautaire, pour prendre un terme à la mode. Plus de 200 000 km parcourus, bon, ce sont évidemment des chiffres importants. Donc aujourd'hui, on a 160 000 abonnés longue durée, donc 90% de Parisiens, ce qui veut dire qu'à peu près un Parisien sur 12 est abonné à Vélib. C'est pas assez. Nous, on voudrait qu'on tende vers un Parisien sur 10 ou sur 8. On va se donner les moyens avec la ville de Paris de le faire. Et puis évidemment, il y a tous les utilisateurs avec le ticket à 1 euro. Avec un profil plutôt moins de 45 ans globalement, même si on a des abonnés qui ont 90 ans dans nos bases de données, mais ce pas ceux qui sont les plus fréquents, évidemment. Un engouement incontestable hein, sur cette innovation qu'a été ce vélo partagé. Les gens en sont satisfaits. Ils considèrent que l'équipement est plutôt à la hauteur. Et les trois quarts reconnaissent que c'est un service pratique. Hein, c'est vrai que on rappelle souvent que c'est le seul mode de transport en dehors des taxis, quand on en trouve, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est-à-dire que Vélib ne s'arrête jamais. Et il y a beaucoup de gens qui, après 1h30 du matin ou 2h du matin le week-end, quand, à juste titre, hein, le métro s'arrête, à un moment, bon, il faut des logiques d'ensemble, le vélo, il continue. Hein, on peut partir et faire son dernier trajet avec un Vélib, quelle que soit la ville en France, sauf Toulouse, où pour l'instant, le système s'arrête au milieu de la nuit, mais on réfléchit avec la collectivité à l'ouvrir. Il y a 5 obligations pour qu'un système fonctionne. En tout cas, c'est ce qu'on observe partout dans le monde. Si ces 5 conditions-là ne sont pas réunies, un système de vélo en libre-service ne fonctionnera pas très bien. Rapidement, c'est d'abord le fait que ce ne soit pas cher. 1 euro par jour et 29 euros par an, bon, c'est quand même extrêmement accessible. Et 1 euro par jour, vous le savez, vous donne autant de trajets que vous le souhaitez dans les 24 heures, de moins de 30 minutes. Alors c'est vrai que parfois des touristes n'avaient pas compris. Au début en particulier, ils pensaient que c'était 1 euro par jour, ils gardaient le vélo 24 heures. Évidemment, ça coûte 183 euros si vous gardez le vélo 24 heures sans le ramener en station. Donc on a été un peu indulgent pendant 6 mois ou 1 an, on l'est moins. Mais voilà, hein, c'est bien 1 euro par jour, mais pour des trajets de moins de 30 minutes, autant de fois que vous voulez. Ensuite, c'est l'accessibilité du service. Alors il est totalement dématérialisé. Quand je dis nous, on n'a rien inventé, Michel Crépeau à La Rochelle, vous êtes tous trop jeunes ici pour l'avoir connu, mais le maire de La Rochelle dans les années 70 avait inventé les vélos jaunes sur l'espace public, qui donc à l'époque, évidemment, c'était des guichets, des bulletins d'abonnement, bon, les techniques de l'époque. Là, ici, il n'y a plus de guichets, il y a quand même un call, un centre d'appel. Ne me dites pas que vous ne réussissez pas à le joindre, parce que je sais, j'ai entendu ça parfois, qui est à Paris. Mais voilà, hein, c'est bien un accès avec la carte bancaire, donc n'importe qui à un instant T, pratiquement toutes les personnes qui sont ici, même si elles ne sont pas abonnées à Vélib, peuvent décider tout à l'heure d'en prendre un
il suffit que vous ayez une carte bancaire. À minima, c'est souvent ce qu'on a tous. Et puis bien sûr le couplage, hein, avec à Paris le pass Navigo, à Lyon le pass TCLI et ainsi de suite. Donc avec une même carte, vous pouvez accéder à tous les modes de transport. La troisième obligation, c'est le maillage du réseau. Pourquoi? Parce que nous, on va essentiellement s'adresser à des trajets entre 1 et 2,3 km. C'est ça, hein, l'observation. Et que donc, il faut un maillage très fin. Si la station suivante est à 5 km, vous vous dites, c'est pas intéressant, je vais prendre le bus, je vais prendre le métro, je vais prendre un mode de transport qui est près de chez moi et qui m'amènera près de l'endroit où je veux aller. Donc il a fallu un maillage très fin. Là aussi, une station toutes les 300 mètres. Si on compare le nombre de stations de métro à Paris, 300, si je ne dis pas de bêtises, pour le nombre de stations dans Paris Intramuros, 1451, on voit bien que le maillage est d'une densité redoutable. Et pratiquement d'une station, vous voyez l'autre. Mais sinon, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on veut toujours une station près de chez soi et on veut une station près de son point d'arrivée. Donc ce maillage est essentiel. Et les villes qui nous disent, moi, une station tous les 300 mètres, j'y crois pas, je veux une station tous les 600 mètres, nous on dit, on ne fera pas le système. Parce qu'il ne marchera pas. Ensuite, c'est un vélo avec un équipement satisfaisant. Alors au début, on nous a dit, vous êtes dingue, 29,5 kg un vélo, 22,5 kg un vélo, ça ne marchera jamais. Nous, on ne voulait pas le faire descendre en dessous de 24 kg. Parce que un vélo qui fait entre 5 et 10 000 km par an, il ne peut pas faire 11 kg comme celui de chez Decathlon. Parce que si vous mettez le vélo de Decathlon dans la rue, il ne dure pas 15 jours. C'est pas possible. Un vélo qui est utilisé par 10 personnes, toutes différentes, plus ou moins respectueuses du vélo, qui ont monté des trottoirs, qui descendent des escaliers, qui vont pratiquer le cyclisme, une autre méthode que si c'était le leur. Alors, il faut un vélo solide. Et ce vélo, il est composé d'équipements qui sont achetés dans le monde entier, aux plus grands fabricants. Les pneus sont allemands, les selles sont italiennes, les selles royales, hein, que vous connaissez peut-être de nom, les dérailleurs, c'est Shimano, et ainsi de suite. Bon, c'est les plus grands fabricants mondiaux de pièces détachées pour le vélo. Et même avec ces niveaux de qualité d'équipement, il faut un service maintenance extrêmement sophistiqué. Chaque vélo, enfin, je vais le dire différemment, tous les jours, 1500 vélos, 1500 Vélib sont réparés. Ce qui veut dire que tous les 10 jours, tous les Vélib, on y intervient au moins une fois. Ce qui veut dire que s'il y avait, que ceci reste ici entre nous, et donc ce ne sera pas dans le compte-rendu, s'il devait y avoir une grève de 10 jours chez Vélib, il n'y a plus un vélo sur l'espace public. Il n'y a plus un vélo. Bon, ça vous montre que, l'entretien, la maintenance sont des éléments essentiels. Et donc vous voyez qu'en dehors de la péniche Atelier, hein, que vous voyez peut-être naviguer parfois sur la Seine, avec ses 12 escales où elle vient récupérer des vélos, les réparer en naviguant, hein, il y a un atelier flottant, et puis on redépose les vélos dans d'autres stations. Voilà, vous avez des véhicules qui sont assez nombreux, vous avez des mécaniciens à vélo électrique, etc. Donc c'est un écosystème assez complexe. Et enfin, le cœur du système, c'est la régulation. C'est le fait que les utilisateurs que vous êtes nous disent tous un jour ou l'autre, j'ai pas trouvé de vélo ou j'ai pas trouvé de place. Bon, c'est statistique. Hein. De toute façon, on ne peut pas imaginer que dans tous les cas, dans 100% des cas, vous trouviez un vélo ou une place. Les meilleurs ingénieurs n'ont pas trouvé de solution. Ou alors c'est plus 20 000 vélos qu'il faut, c'est 500 000. Et là, vous êtes sûr de trouver un vélo, il n'y a plus de place. Parce qu'à un moment, les vélos, ils seront garés. Donc c'est un juste équilibre entre le fait d'accepter l'idée, parfois, d'aller à la station d'à côté, et sur un lot, en quelque sorte, de 5 stations, vous êtes à peu près sûr de trouver une place ou un vélo. Mais pas sur une station unique, parce qu'une fois de plus, c'est de l'arithmétique. Voilà. Ou alors on nous dit, à juste titre, bon, les vélos qui restent ne sont pas en état de marcher. Bah, évidemment, tous les autres sont partis, puisque c'est ceux qui marchent. Donc c'est normal qu'on nous dise, ou que vous constatiez, et donc vous dites, tous les vélos sont en panne. C'est pas tous, c'est ceux qui restent. Parce que tous les autres qui marchent sont en train de circuler. Et donc, la deuxième partie renvoie à cette logique d'information. Quand vous avez sous les abribus aujourd'hui, grâce au système ciel de la RATP, le nombre de minutes jusqu'au prochain bus, pour vous, c'est une information majeure. C'est un truc très simple. Et quand on vous dit 2 minutes pour le prochain bus ou 10 minutes, vous n'avez pas la même attitude, vous décidez de l'attendre ou pas. C'est énorme comme information.
Et pourtant, ça peut paraître très simple. Même chose pour le métro, même si on décide rarement de ressortir. Mais si vous voyez le temps d'attente, le prochain métro dans 2, dans 3 minutes, voilà, vous êtes en état de réassurance immédiate parce que vous savez comment vous allez arbitrer votre déplacement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et nous, on a essayé, avec la ville de Paris, voilà, de développer des applications mobiles, chacun a la sienne. Nous, parce qu'elle marche pour tous les systèmes dans le monde. Hein, vous choisissez votre ville. Et si demain, vous passez de Paris à Lyon, à Brisbane, avec la même application mobile, vous avez les places disponibles ou les vélos disponibles. Avec celle de Vélib, évidemment, vous êtes informé sur le système parisien. Et puis ces fameuses bornes qui permettent évidemment aussi de vous donner les stations les plus proches, éventuellement avoir 15 minutes gratuites supplémentaires si la station est pleine, et ainsi de suite. Et un service client qu'on essaye de rendre le plus performant possible. Et donc, quand on dit cette information est essentielle, voilà, c'est que les gens veulent combiner les modes de transport, c'est ce qu'ils nous disent. Le métro, le bus, la marche, Patricia le rappelait, c'est un mode de transport essentiel. Et le vélo, voilà, on laisse les gens décider. C'est ça, la force de ce droit à la mobilité dont on parlait. Plus on réduit les modes de transport possibles, plus on contraint les gens. Là, on a cette ouverture à l'ensemble des modes. Et quand je disais ça crée de la mobilité, les études nous montrent que 20% des trajets à Vélib n'auraient jamais existé avec un quelconque autre mode de transport si Vélib n'existait pas. C'est-à-dire qu'on décide parfois d'aller quelque part juste parce que le vélo est là et que je vais y aller à vélo. Si le vélo n'avait pas été là, je n'aurais même pas fait ou imaginé ce trajet. C'est important de voir que ça crée aussi de la mobilité. Et donc, la première raison pour l'utilisation du service, on le voit ici, c'est la facilité, c'est la liberté. Et c'est bien ça qu'on a essayé de développer en termes d'innovation de la mobilité, c'est de dire à certaines personnes, abandonnez votre vélo individuel, parce que voilà, c'est trop compliqué pour vous, pour certaines cibles, et venez à un vélo partagé. Et puis c'est vrai que ça a créé une communauté où les gens s'entraident, il y a des blogs Vélib qui nous échappent totalement. Nous, on laisse avec la ville la liberté aux uns et aux autres de s'organiser autour des Vélib, de donner des bons conseils. Il y a maintenant un comité d'usagers qui existe et qui se réunit régulièrement, évidemment en présence de la ville de Paris et en notre présence. Alors on nous fait des propositions qui ne sont pas acceptables. Bien sûr, on nous dit, bon, vous devriez mettre des sièges bébés, par exemple, sur les vélos. Alors au-delà du danger que ça représente, c'est qu'il faudrait mettre des vélos, des sièges sur 20 600 Vélib plus tous les milliers de la banlieue pour quelques utilisations. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Parce qu'il faut s'adresser au plus grand nombre. Parce qu'on nous dit aussi, oui, le vélo devrait être moins lourd ou avoir des rétroviseurs, peut-être. Mais les rétroviseurs, au bout d'une semaine, ils seront tous cassés. Tout objet saillant disparaît ou est cassé. Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a pas un seul câble apparent sur Vélib, pour pas qu'il soit coupé. Tous les câbles de frein sont dans le cadre. Il n'y a rien qui apparaît. Donc ce n'est pas un vélo comme on le trouve au magasin. Et donc c'est une forme de succès parce que les gens se le sont appropriés. Alors c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais en tout cas c'est quelque chose qui a apporté définitivement à la mobilité à Paris. Vous enlevez Vélib demain à Paris, je pense que les gens pourraient regretter l'époque où il y avait Vélib. Donc, d'ailleurs, la mairie a fait des études pour savoir quelles étaient les grandes réalisations de la collectivité. Vélib en fait partie. Alors à tort ou à raison, mais Vélib en fait partie. Et donc enfin, cette troisième partie sur l'information, ce que je voudrais dire, c'est qu'on raisonne souvent infrastructure pour les transports. On se dit comment construire encore des lignes, encore, je sais pas moi, des kilomètres de rails, et en particulier sur ces projets qui sont à terme de 10, 20, 30 ans avec de nouvelles lignes. Mais l'information est déjà quelque chose sur lequel on peut travailler et qui aide beaucoup. Et nous, on a essayé de comprendre en quoi cette information, avec des cahiers de tendance, était à ce point importante pour les gens. Eux, ils nous disent, et souvent on le sait, quand on est coincé dans des embouteillages, quand un TGV s'arrête, les gens, de quoi se plaignent-ils? Au-delà de l'attente, c'est de dire on ne nous a rien dit, on ne nous a pas informés, donc on attend, on ne sait pas, on attend un quart d'heure, une demi-heure, une heure, personne ne nous parle. Bon. Donc il y a cette obligation d'information, parce que quand on sait au moins à quoi s'en tenir, c'est déjà une partie de la situation qui est réglée. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ces logiques d'information. Pourquoi? Parce que la ville est notre bien commun et dès qu'on sort de chez soi, on a affaire à la ville. Et donc il faut une ville la plus accueillante possible
Et donc, ces attentes, les gens nous les ont exprimées, parce que nous, on est là pour développer des services aux citoyens. Je vous le disais, financés par la pub, on peut contester le modèle. Certains considèrent que ce n'est pas un modèle vertueux. Bon, c'est celui de JC Deco dans 56 pays dans le monde. Et ça en fait le numéro 1 mondial du mobile urbain. Donc ça montre que ça fonctionne. Et je ne sais plus qui disait, je crois que c'est vous, Patricia, les collectivités ont plus de moyens, ont plus d'argent, il va falloir que quelqu'un finance un certain nombre de services. Si ça peut être la publicité, si elle est dans une dimension acceptable, pourquoi pas? Et donc, les gens attendent une ville plus fluide, toujours plus ouverte et qui soit simplifiée. Et pour ça, ils nous disent, aidez-nous à mieux comprendre cette ville. On voyait tout à l'heure, là aussi, je crois que c'est une image de M. Flonneau, quelque chose qu'on a installé sur le périphérique parisien où vous avez Porte de la Chapelle 12 minutes ou Porte de la Chapelle 42 minutes. Vous vous engagez ou pas sur le périphérique parisien quand vous voyez cette information? C'est essentiel. C'est un truc simple, mais ça va arbitrer votre trajet. Parce que si vous voyez plus d'1 heure, vous dites « je ne m'engage pas ». Avant, il n'y avait rien, vous y alliez, puis vous attendiez, en espérant que ça se passe bien. Donc l'individu multimodal dont on a tous parlé ce matin, en effet, voudrait toujours pouvoir arbitrer ces trajets avec la bonne information. Et donc, pourquoi aussi cette logique d'information est essentielle? C'est que la ville, on en attend beaucoup une ouverture permanente. C'est-à-dire qu'on a tous des rythmes un peu désynchronisés aujourd'hui. Les 35 heures ont permis ça, mais aussi le fait que les gens travaillent de plus en plus tard, que certains services soient bien plus permanents qu'à une certaine époque. D'ailleurs, un concept très simple, un Monop que vous connaissez peut-être, ferme à minuit. Pourquoi ça ferme à minuit? Parce qu'il y a des gens qui sortent très tard le soir et qui doivent encore faire des courses après l'horaire habituel. Et en cela, les gens nous disent, moi je veux une ville permanente, 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'on a ouvert Vélib tout le temps. On aurait pu se dire à minuit, on éteint les systèmes, ou à 1 heure et on rouvre à 6 heures, et puis les équipes vont se coucher, quoi. Ben non, les équipes ne vont pas se coucher. Elles travaillent jour et nuit, ce qui nécessite des autorisations, de l'inspection du travail pour le travail de nuit. C'est très compliqué. Voilà, parce que les rythmes ne sont plus les mêmes. Et donc en ça, voilà, les horaires d'ouverture ont créé des nouveaux besoins dans la ville pour les opérateurs que nous sommes. Quand la RATP étend d'1 heure, je crois, depuis quelques années, les derniers métros le vendredi et le samedi, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a une attente. Les gens disent, nous, il nous faut encore des transports. Si le métro pouvait ouvrir jour et nuit, ce serait très bien pour les gens, même s'ils n'y sont pas. Mais ce serait une garantie, à part que c'est évidemment, en termes d'organisation, j'ose à peine y penser. Mais voilà, donc c'est beaucoup les nouvelles technologies qui vont nous aider à informer les gens en temps réel. Et pour ça, évidemment, tout ce qui est smartphone incite beaucoup à ces informations nouvelles. Et tous les écrans en ville vont également nous permettre, les écrans digitaux, de vous donner de l'information. Alors Jean-Louis Missika, quelques citations rapides et j'en aurai terminé, explique que l'Internet mobile, expliquait, parce que maintenant, comme vous le savez, il est membre du cabinet du maire de Paris. À l'époque, il était vice-président de Free quand il a participé à un de nos cahiers de tendance. Il rappelait que l'Internet mobile va se généraliser de la même manière que la voix s'est généralisée dans les forfaits, et que donc vous pourrez accéder à tout type d'informations en data, sans vous dire combien ça va me coûter, puisque tout ça sera dans un forfait illimité. Yoka Minagai, qui travaille au design à la RATP, dit la même chose. Il faut organiser les flux, et la coexistence de tous ces flux est importante sur l'espace public, et en quoi, finalement, tous ces espaces deviennent une forme de média, parce qu'on va être finalement inondé d'informations. L'important, c'est de faire le tri et d'avoir la bonne information au bon moment. Ou un chercheur et professeur de l'université de Tokyo qui dit maintenant tout le monde veut vous envoyer des informations dès que vous êtes en milieu urbain, les commerces, les administrations, vous recevez des SMS publicitaires géolocalisés. Enfin bon, ça part dans tous les sens. Et à un moment, il va falloir canaliser tout ça. Et de toute façon, ne survivront que les informations qui vous sont utiles. Vous-même, vous déciderez de vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas et ce qui ne vous est pas utile. Voilà, c'est ce concept DataWad, anytime, anywhere, any device. C'est je veux tout le temps, n'importe où, la bonne information. Alors bon, on peut représenter de manière un peu symbolique, mais c'est bien ça. C'est on devient des super hommes, des super femmes, où on veut absolument tout le temps, tout de suite, pour optimiser notre temps de déplacement, dont Patricia, là encore, disait que ça ne doit pas être un temps perdu, mais un temps choisi et enrichi.
Alors voilà, on sait que l'écosystème numérique de la ville est en train d'exploser. Nous, à une époque, nos concurrents, c'était des opérateurs de mobilier urbain, comme nous, en quelque sorte. Maintenant, on se dit que ça peut venir de tous les côtés. Et en particulier, des Google, des YouTube, voilà, qui sont devenus des géants mondiaux, avec des capitalisations incroyables et donc des capacités d'investissement sans commune mesure avec les nôtres. Il faut avoir ça en tête, que ces gens-là se disent maintenant, il y a un espace à occuper, c'est la ville. Bon, ils ont occupé à peu près tous les espaces. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé la télévision, le cinéma, la radio, la presse. C'est quand même pas rien. Quelle place demain pour ces grands opérateurs dans la ville? L'avenir nous le dira. Et voilà, ça vient de tous les côtés. Donc il faut être vigilant et essayer de comprendre ce qui se passe. D'où ces fameux cahiers de tendance. Et puis, nous-mêmes, on a testé des écrans tactiles, digitaux, sous les abribus à Paris pour essayer de vous donner une information plus riche. On voit que les gens en sont plutôt satisfaits avec ces quelques chiffres que vous retrouverez dans la présentation. Et puis on a testé très récemment une application sur iPhone qui vous permet, en prenant juste une photo, d'une publicité, d'une affiche municipale, d'une exposition, d'avoir immédiatement les informations numériques associées. C'est de la reconnaissance d'image. Et donc voilà, avec cette application, vous prenez juste une photo et hop, vous êtes redirigé vers une bande-annonce, vers le web mobile, avec l'information associée. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à la fois Vélib a été une vraie évolution en termes de mobilité pour Paris, et on le voit dans d'autres grandes villes, mais que l'information associée est essentielle, et que demain, les écrans qui vont irriguer les villes vont permettre aussi de favoriser cette information. On n'a pas eu l'autorisation, et je conclurai là-dessus, à Paris, de faire comme on a pu faire à Lyon pour Vélove, c'est d'avoir, vous savez, comme pour les parkings, on l'a parfois à Paris, ces flèches électroniques qui vous disent telle station Vélove, 3 places disponibles, 4 vélos disponibles. C'est-à-dire que vous le voyez en temps réel. À Lyon, dans toute la ville. Bon, la ville de Paris ne l'a pas souhaité. Bon, un problème d'aménagement de l'espace public, mais ça aidait beaucoup à l'information. Voilà, je vous remercie pour votre attention.